Serrage de vis tous azimuts chez Apple qui veut mettre fin aux fuites, faire payer les utilisateurs d'Apple TV+, et faire revenir ses salariés au bureau en réduisant le télétravail de 40%. Un problème de grande ampleur, l'aveu vient d'Apple et il concerne les podcasts payants sur Apple Podcasts. Une info exclusive signée iWeek et i5, notre podcast payant, première victime de ces énormes bugs avec jusqu'à 60 heures de retard pour un épisode de quelques minutes. Le test de la semaine, le chargeur Belkin Boost Charge Pro, simple, efficace, mais pas parfait, nous dira Ellie. Et puis le tuto audio, je vais vous expliquer comment obliger ce bougre d'iCloud à rapatrier sur votre Mac les fichiers dont vous avez besoin. iWeek, c'est le nouveau podcast de référence sur l'actualité de l'écosystème Apple. Bonjour, bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Ici, le capitaine Benjamin Vincent, à la barre d'une sacrée embarcation qui a un peu tangué depuis 10 jours, ballottée par les errements d'Apple Podcast. Mais à force d'insister, on a enfin eu un début de réponse et d'explication sur le gros bordel de l'autre côté. Un bordel comme on n'en a plus vu depuis très longtemps pour un service censé être premium qui n'est plus en bêta mais en production depuis 15 jours. Dans quelques instants, on va vous dire ce qu'on sait et on va vous expliquer pourquoi la mise en ligne d'i5 est aussi chaotique depuis son lancement. Vraiment, c'est promis, on n'y est pour rien. L'événement de la semaine, c'est la fin de la rigolade à Cupertino. Télétravail, fuite sur les projets en cours, gratuité d'Apple TV+. Il y a du changement dans l'air à tous les étages et on va vous raconter ce serrage de vis en bonne et due forme chez Apple, en interne mais aussi en direction des clients que nous sommes et des informateurs que nous ne sommes pas. Salut François. Salut Benjamin, salut Ali, très heureux de vous retrouver en ce jeudi soir où il fait beau. Oui, c'est vrai, il fait beau et pas trop chaud. Plaisir partagé François. Comment tu vas ? Bah ça va ma foi, tu vois, l'année est en train petit à petit de se terminer, les vacances s'approchent dans 3 semaines quasiment. L'année universitaire évidemment, puisque on rappelle tu es enseignant François. Tout à fait. Les repêches sont terminées. Eh oui. Bon, tu n'as plus l'âge, Ellie, d'être à l'école. Bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour François, bonjour tout le monde. Et non, j'ai passé l'école, même si dans ma tête, j'y suis encore un peu. Bien sûr. Le sonotone était mal réglé, Ellie ? Comment tu dis ? Bon, restons sérieux, tout en l'étant pas complètement. Je suis pas sûr que le retour à la vie normale soit vraiment une fête chez Apple, Ellie. Bah non, mais à un moment donné, la récré, il y a une sonnerie, il y a une cloche, et puis il faut retourner en classe, hein, c'est comme ça. Hein. Et oui, on va vous raconter ce serrage de vis à tous les étages dans un instant. Pommes, ce sera tout à l'heure le JT de la semaine, les infos que vous n'avez pas forcément eues dans i5, notre nouveau podcast. Et Ellie, tu as testé l'une des grandes innovations waouh de macOS 12 Monterey. Elle est présente dans la bêta 2 dispo pour les développeurs depuis 48 heures et une app permet d'en profiter sans entrer dans le terminal justement. Ellie, on parle de cette technologie qu'Apple avait montrée à la WWDC qui s'appelle Object Capture. Alors oui, mais ça a été un test rapide. Hein. Vous voulez que je vous dise 2 mots maintenant là-dessus ? En apéro ? Allez, donc c'est une application qu'il faut installer donc, sur une machine sur la bêta de Monterey. Sinon, il y a le petit truc barré qui te dit « Non, c'est pas pour toi ». Donc, je l'ai installé sur la machine que j'utilise avec Monterey, qui est en fait un Mac Pro, hein, les ronds. Et là, l'application se lance et il ne se passe rien. Et quand tu essayes de faire une capture, l'application quitte. Et donc, je suis allé voir sur le site pourquoi, et ils disent juste un mot, si l'application quitte, c'est que votre Mac n'est pas compatible. Ah, mais ils ne donnent pas la liste des Macs. Donc, ça a été un test très rapide. Hein. C'est-à-dire bon. Tu parles du Mac qui valait 4 000 € il y a encore 1 an et demi, 2 ans, c'est ça ? Oui. Et qui, a priori, n'est pas assez bon. Alors, évidemment, je pense que les développeurs
envisage le fait que tu testes ça sur une machine M1 utilisant Monterey, mais ça, malheureusement, j'ai pas. Je pense que ça doit être ça fait partie peut-être des applications qui sont spécifiques au Mac M1, sans doute. On en reparlera tout à l'heure dans Pommes, le JT de la semaine, Ellie et François. François, tant que je te tiens, pas de maison connectée aujourd'hui. Chenapan, pourquoi ? Pas tapé. Non, j'ai commandé une petite lampe veilleuse sur un site de e-commerce américain que j'ai reçue en fin de semaine, mais j'ai pas eu le temps de la tester, de la comparer surtout. Je voulais la comparer avec une autre petite lampe qui peut servir de lampe de chevet de chez Philips Hue, et j'ai pas eu le temps de pousser le test jusqu'au bout, donc plutôt que de faire un test superficiel, je préfère passer mon tour cette semaine et vous la présenter la semaine prochaine. C'est un objet qui vient de la marque Meros, dont Ellie nous a déjà parlé. Ah oui. Absolument. Bon, on garde ça en tête pour la semaine prochaine. Ellie, ton dîner, comme chaque semaine, ce sera une proposition en 3 temps, entrée, plat, dessert. Quelle est ton assiette qui va nous mettre en appétit aujourd'hui ? Ah, ben écoute, comme d'habitude, hein, cette fois-ci, on a décidé, puisqu'à l'apéro, maintenant, en tout cas ici chez nous, où il fait chaud et beau, là il fait 30, en ce moment quand je vous parle, on va démarrer le festival de jazz de Nice, et donc j'ai une auberge, donc un gîte rural juste à côté de la maison, et j'ai la chance d'avoir des groupes qui viennent s'entraîner avant d'aller jouer sur scène, et donc je vous ai fait une entrée musicale. Ah. Après un plat. Je cherchais le rapport en fait. Et oui, une entrée donc musicale, un plat dans le nuage, voilà, et le dessert, je vous le dis tout à l'heure. Ah, merveilleux. Et puis Ellie, tu as testé le chargeur Belkin Boost Charge Pro compatible MagSafe, et je sais que tu as plein d'infos pour nous. Oui. C'est un produit sympa et vous allez le voir en détail tout à l'heure. Et puis ne manquez pas le tuto audio, comment forcer iCloud à télécharger ou rapatrier vos fichiers. iCloud n'en fait parfois qu'à sa tête, et c'est justement quand vous avez besoin de vos fichiers. Je vais vous expliquer et vous guider pas à pas. Il n'y a pas que iCloud qui en fait qu'à sa tête. Hein. Tu penses à qui ? Bon, Apple Podcast payant par exemple. Pardon. Ouais. Oups. Non. Oups. On va en reparler. Justement, iWeek, c'est un podcast hebdomadaire, gratuit, vous le savez, et il le restera. Du coup, on a besoin de vous et de votre soutien pour le pérenniser, pour payer les frais d'hébergement du podcast par exemple, et surtout pour le développer avec des besoins en matériel, notamment pour les keynotes. Ça se passe sur patreon.com/iWeek à partir d'1,50€ par épisode. Merci, vraiment grand merci à nos contributeurs, mais on a besoin que vous soyez beaucoup plus nombreux. Suivez-nous et aidez-nous aussi en nous retweetant. Ça a l'air presque idiot à dire, et j'ai presque du mal à vous le demander, mais vous êtes très peu nombreux à nous aider à faire passer nos messages et à nous aider à sortir du cercle de ceux qui écoutent déjà iWeek. On a besoin d'élargir vers de nouveaux auditeurs, on a besoin de faire grandir notre audience, et on ne peut pas y arriver sans vous. Alors d'avance, un immense merci pour votre engagement. Retweetez, commentez, réagissez avec le hashtag iWeekLSA, partagez nos tweets, partagez nos posts, montrez que vous n'êtes pas juste une auditrice ou un auditeur passif. Je sais que la plupart d'entre vous êtes adorables, bienveillants et que vous avez envie de bien faire, alors retweetez-nous, bon Dieu, et pas juste une fois. Retweetez-nous dès que ça en vaut la peine, autant vous dire que ça en vaut toujours la peine. Dès que vous en avez l'occasion, faisons péter les compteurs de Twitter. J'en aurais mis du temps pour vous le dire, mais je déclare ouvert l'épisode 45 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Le confinement est officiellement terminé. Que ce numéro soit une fête. Grosse actu cette semaine pour Apple et pour nous. Et on commence par cet aveu d'Apple qui a reconnu dans un mail que j'ai reçu un problème de, je cite, grande ampleur avec les podcasts payants sur Apple Podcast. Il aura fallu pas moins de 6 mails de ma part en 15 jours pour qu'enfin Apple Podcast me réponde et peut-être prenne le taureau par les cornes. Alors je vais vous dire exactement ce qu'il y a dans ce message signé par une responsable d'Apple Podcast à qui le dossier, la patate chaude avait été transmise. Elle m'écrit « Je suis en mesure de confirmer que vos épisodes apparaissent avec un léger décalage au-delà des 24 heures réglementaires à cause
d'un embouteillage dans notre système. Il s'agit d'un problème de grande ampleur qui affecte beaucoup des fournisseurs et des créateurs de podcasts, pas simplement le vôtre. Nos ingénieurs sont en train de travailler le plus rapidement possible sur ce retard. Toutefois, à cause de la migration vers notre nouveau système, certaines difficultés techniques persistent. Merci de nous avoir alertés de ce problème. Merci pour votre patience pendant que nos ingénieurs travaillent pour résoudre le problème. Voilà l'entièreté du message que j'ai reçu par mail d'Apple Podcast. Bon, on a été dans le noir complet pendant plus de 15 jours. Bon, au moins, quelqu'un réagit à l'autre bout du fil. C'est déjà ça. Oui, ça s'appelle calmer le jeu. François, comment tu prends ce mail ? Ça s'appelle aussi tout bêtement donner une réponse à des questions, quoi. Oui. Il a quand même fallu que tu insistes, que tu réinsistes, que tu réinsistes. Vous vous êtes quand même appuyé sur le petit réseau, et petit et pas péjoratif, sur le réseau que vous avez pour essayer d'avoir des réponses. Vous avez quand même eu beaucoup de mal à avoir des réponses. Je dis ça parce que je sais qu'Eli a aussi œuvré en coulisses pour essayer de faire bouger les choses. C'est décevant, et c'est quand même à l'image de certains problèmes récurrents chez Apple. Ils ont quand même tendance à lancer des trucs ou à annoncer des trucs qui mettent un peu de temps à arriver, ou qui arrivent mal ou dans de mauvaises conditions. On peut reparler du AirPower, on parlait d'iMessage dans le cloud la semaine dernière, qui a quand même mis quasiment un an à arriver. Il y a un moment, en fait, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, et je pense que si le système n'était pas prêt, il fallait pas le lancer, il fallait attendre le mois de septembre, il fallait attendre octobre, novembre, décembre, et pas se lancer à l'arrache. Ils se sont lancés à l'arrache. Je vous rappelle qu'on l'attendait quand même pour début juin. Il n'est pas arrivé début juin, enfin fin mai, début juin. Ça fait vraiment navigation à vue, et c'est pas professionnel. Surtout, comme tu as eu l'occasion de le dire, et il y a beaucoup de nos suiveurs, nos followers qui l'ont dit, je pense à Marcos X par exemple. Il y a un moment, en fait, Apple prend une com, prend 30% sur le chiffre d'affaires du podcast, et on peut s'attendre à ce que la prestation soit à la hauteur du montant qu'ils prennent. Et en l'occurrence, là, c'est pas le cas du tout. Il n'y a aucun geste commercial, il n'y a aucun message d'excuse. Enfin, message d'excuse, tu l'as eu, mais il y a eu beaucoup de temps avant de l'avoir. Et encore, c'est pas vraiment de l'excuse, parce que dans le mail, je suis pas sûr qu'il apologize dedans, si je dis pas de bêtises. Mais voilà. Je pense qu'il y a un moment, en fait, où il faut qu'Apple admette ses torts et dise, voilà, on a merdé. On fait machine arrière, on essaye de lancer un truc qui tienne la route. Et puis voilà. Mais du coup, pour les gens qui nous suivent, bah, c'est pas cool. Parce qu'ils souscrivent à un abonnement, et les produits sortent pas en temps et en heure, et pour nous c'est pas cool aussi, parce que ça demande quand même du travail et de l'investissement, et bah derrière le truc on produit pour qu'il soit dispo à midi, et puis bah, au final il est dispo à midi le lendemain ou 60 heures après, quoi. Et personne n'y gagne, ni Apple, ni les créateurs de contenu, ni les auditeurs. Ouais. Alors pour vous expliquer les problèmes qu'on a rencontrés en coulisses depuis une semaine, je voudrais juste vous expliquer que la mise en ligne de chaque épisode, elle passe par 2 étapes côté Apple Podcast, c'est-à-dire dans leur interface. Jusqu'à maintenant, les podcasts n'étaient pas hébergés par Apple. Les podcasts gratuits ne sont pas hébergés par Apple, c'est-à-dire qu'Apple ne manipule pas du tout les fichiers audio. Ils servent juste de référence et d'aiguillage, en fait, pour orienter les auditeurs vers les différents podcasts qui sont hébergés ailleurs sur le web. C'est différent avec les podcasts payants, parce que Apple demande à ce qu'on upload les fichiers audio. Et donc, c'est Apple qui s'occupe de l'encodage à sa sauce des fichiers audio qui sont soit en WAV, soit en FLAC, donc des formats audio non compressés. Bon, on se dit qu'avec la puissance de calcul d'Apple, l'encodage d'un fichier de quelques minutes devrait être quasi instantané. Avant-hier, mardi, l'encodage, on l'a arrêté au bout de 10 heures. Il n'était toujours pas terminé. J'ai rechargé le fichier, c'est reparti pour plusieurs heures. Bref, ça a été un cauchemar. Et ça n'est que la première étape pour mettre en ligne un épisode. Une fois que le fichier est encodé, le bouton publier devient accessible. Tant que l'encodage n'est pas fini, on ne peut pas cliquer sur publier. Ça veut dire qu'en plus, quand l'encodage prend beaucoup de temps, il faut revenir. Il faut être devant. Oui. Donc c'est vraiment pas convivial, on va dire, pas très efficace. Une fois que le fichier est prêt, on clique sur publier, et là commence une deuxième attente. Et cette deuxième attente, en début de semaine, même non, c'était sur le week-end dernier, elle a duré 60 heures. Il s'est passé 60 heures entre le moment où on a cliqué sur publier et le moment où l'épisode est apparu sur Apple Podcast pour nos abonnés.
François. Ouais, j'avais une question. T'as une notif quand la première étape est terminée ou même pas? T'as un mail, t'as quelque chose pour te prévenir? Rien que dalle, ok. Donc faut juste passer son temps à aller rafraîchir la page pour voir si c'est terminé, quoi. Exactement. C'est bien venant d'Apple qui est le spécialiste de la simplicité quand même. Ouais, ils auraient pu créer un bouton encoder et publier. Choisir, soit encoder tout seul, soit encoder et publier. Pourquoi faire? Moi j'ai ça dans certains trucs de prix Apple, quand je mets à jour mes prix, j'ai un bouton juste uploader et j'ai un bouton uploader et publier. Ils peuvent s'inspirer de ce que font d'autres équipes, hein, donc. Mais peut-être que cette équipe-là travaille, tu sais, à distance. Hein. Peut-être qu'ils veulent pas revenir travailler chez Apple. On ne sait jamais. Non, mais ce qui est fou, c'est que c'est ce que je disais en intro, c'est que là, leur service, il est passé en production, c'est-à-dire que c'est censé tourner. Les ingénieurs qui sont en train de s'arracher les cheveux, là, ceux dont parle la dame d'Apple Podcast qui m'a répondu, elle parle d'ingénieurs qui travaillent sur un outil qui n'est pas en phase de mise au point et en bêta. Et le truc, il est entré en service, quoi. De la part d'Apple, c'est hallucinant. Mais je pense que tu as pointé un élément qui est important, c'est que jusqu'à maintenant, Apple n'hébergeait pas les podcasts. Est-ce qu'ils n'ont pas sous-estimé ce que pouvait représenter l'hébergement de podcasts? Après tout. Écoute, elle dit clairement qu'il y a embouteillage dans les tuyaux. Mais connaissant la puissance de feu d'Apple, là on parle de fichiers audio, c'est quand même pas très lourd, ne serait-ce que par rapport à des fichiers vidéo. C'est tout léger. Imaginez qu'Apple, avec sa puissance, ses serveurs, ses centres de calcul qui mesurent X terrains de football, qu'ils n'arrivent pas à gérer quelques fichiers de podcast audio, ça me semble inconcevable. Et ils sont débordés les pauvres. Tu as vu qu'ils sont obligés de louer de l'espace chez Google, hein, et pas un petit espace, on va en parler tout à l'heure. Hein, donc c'est leurs propres data centers sont pleins. Je ne sais pas avec quoi ils les remplissent, hein, mais bon, c'est étonnant. La chose qu'on peut dire quand même, c'est remercier tous les gens qui nous suivent et qui sont abonnés à i5. Voilà. Mais les gens qui ne sont pas abonnés, c'est pas une raison pour pas s'abonner. Bien au contraire, mais voilà, merci, parce que voilà, les petits messages qu'on peut recevoir sur les réseaux sociaux ou en direct, ça motive à continuer. Parce qu'il y a un moment, il pourrait y avoir aussi du découragement en se disant, bon, ils sont bien gentils chez Apple, mais il y a un moment, ça va aller, quoi. Oui, c'est important qu'on le dise, parce que nous, contre vents et marées, on a continué à sortir i5 tous les matins, avant midi, en sachant très bien depuis 15 jours qu'en gros, pas qu'on travaillait pour rien, mais c'est vrai que c'est pas forcément hyper motivant. On a fait abstraction du contexte, on a fait notre job en pensant à vous, en pensant à ceux qui y sont allés, qui ont confirmé leur abonnement au-delà des 3 premiers jours d'essai totalement gratuit. Et voilà, et on espère que ce sérieux et que cette passion qu'on met dans i5, elle vous donne envie effectivement de continuer de nous accompagner. Pour l'instant, ce qui est sûr en revanche, c'est qu'il n'y a pas pire comme contexte pour nous soutenir. C'est-à-dire que là, Apple voudrait nous flinguer, nous et tous les podcasts qui ont démarré il y a 15 jours. Il n'y a pas mieux, parce que c'est tellement décevant pour les gens qui s'abonnent, qui n'ont pas les épisodes promis. Le premier réflexe d'un abonné, quel qu'il soit, c'est de se dire que c'est de la faute de celui qui fait la promesse et qui ne la tient pas. Donc là, c'est nous qu'il s'agit, c'est notre image qui quelque part, qui est écornée par l'amateurisme d'Apple. Nous, on fait notre job, mais on dépend d'Apple. Et quand Apple ne suit pas et n'assure pas, et tu disais, Élie, tout à l'heure que c'était bon pour personne, mais Apple va s'en remettre. Est-ce qu'i5 va s'en remettre? J'espère, mais c'est le moins bon scénario qu'on pouvait espérer pour ce démarrage. Et en même temps, c'est sûr. On commence à parler de nous aussi, parce qu'on s'accroche, parce qu'on se bat. Merci à MacG, à Michael Bazoche pour son papier hier. Merci aussi à Belgium iPhone qui a relayé. Si ça pouvait faire boule de neige, au moins ça permettrait de parler d'i5 et de montrer que voilà, quoi qu'il se passe, on est au rendez-vous. C'est quand même, Élie, le côté positif de ce démarrage compliqué, c'est que on teste notre motivation là.
Oui, et celle de nos amis, parce que c'est vrai que, comme a dit François, nos auditeurs sont fidèles et ils nous encouragent et ça nous fait vraiment beaucoup de bien parce que c'est vrai qu'à un moment donné, tu te dis, mais attends, je vais pas me battre contre Apple, hein, ils sont les plus forts, est-ce qu'on va tenir? Et donc, ils nous encouragent. Et de notre côté, c'est vrai que la petite communauté autour d'Apple, c'est des copains, c'est des confrères. Des fois, on est concurrents amicalement et tout. Et ils sont solidaires. Et ça, c'est plutôt réconfortant de voir que effectivement, ils nous soutiennent. Bon, alors, mettons entre parenthèses ce contexte technique qui nous est imposé par Apple et on espère que ça va très très vite s'arranger. Hein. On va pas continuer comme ça pendant des semaines. Soyons un petit peu sérieux. Juste un mot sur l'expérience i5. On en est donc à la fin de la 3e semaine hein, déjà. Les semaines passent vite. Je sais pas si vous avez remarqué. Oui. Et ne se ressemblent pas. Trop vite. Mais au final, on pouvait craindre de ne pas avoir assez de sujets. Parce qu'il y a quand même 5 actus par jour, et au final, on se rend compte que les 5 sujets, on a moyen de les trouver, voire on en a même des fois trop. Et du coup, il faut faire des vraies sélections, et ça, c'est plutôt intéressant. Et comme quoi, l'actualité Apple, ça bouge tout le temps. Alors moi, il y a un retour qui me fait particulièrement plaisir. C'est plusieurs d'entre vous nous avez envoyé des messages via Twitter, notamment, pour nous dire chapeau, parce que dans i5, je découvre des sujets que j'avais vu sur aucun des sites que je fréquente d'habitude. Élie? Oui, c'est vrai, je l'ai lu aussi. Et bon, on essaye, parce que tout le monde connaît les sites de référence, hein, et ceux qui nous suivent depuis longtemps savent à peu près quel site on consulte. On en consulte toujours des nouveaux, bien sûr, mais donc c'est pas une information secrète, hein, donc à chaque fois, on essaye de diversifier nos sources. Et bon, je pense que c'est sympa qu'on arrive encore à en surprendre après ces années. Donc c'est bien. Et puis il y a quand même un point que je voulais préciser, c'est qu'on n'a pas vocation et on n'a jamais dit qu'on sortirait un scoop par jour. Donc je comprends que sur certaines infos, il y a des infos que vous allez entendre dans i5 que vous aurez peut-être déjà lues chez un de nos confrères. Voilà, on peut pas non plus vous proposer chaque jour 5 minutes d'exclus. Enfin voilà, soyons complètement réalistes. Oui. Mais l'idée, c'est de vous proposer une autre approche de l'actu Apple sur un format court que vous écoutez. Et ça, je pense que effectivement, c'est une offre vraiment différente. Et puis surtout un format audio. Et je crois qu'il y a pas mal de gens que ça intéresse. Plutôt que d'aller lire, d'aller remonter son fil Twitter ou aller lire des sites d'actu, au moins là, c'est de l'audio, c'est du vocal. C'est peut-être un peu plus vivant aussi. Et puis on peut l'écouter à n'importe quel moment de la journée, pendant un petit break, en buvant un café, dans la voiture, dans le métro, dans le bus, n'importe où. C'est plus facile d'écouter 5 minutes que parfois 1 heure et quelques, comme peut-être ce soir, on verra. 2 heures. Même si certains aiment bien. Certains aiment bien la durée, mais des fois, faire court, c'est bien aussi. Bon, je vous rappelle qu'i5, une dose Apple par jour, c'est 5 jours par semaine, 5 minutes, grosso modo, d'actu Apple. Donc un concentré, l'essentiel, chaque jour du lundi au vendredi. C'est un podcast avec abonnement pour lequel on vous demande 3,99€ par mois. Vous avez 3 jours d'essai gratuit totalement et c'est sans engagement, donc vous arrêtez évidemment quand vous voulez. Moi, je trouve que le prix, il est quand même hyper compétitif et hyper raisonnable par rapport au boulot que ça représente, les garçons. Oui, parce que ça fait quand même une 20aine d'épisodes par mois. Il y a toutes les phases de trouver les sujets, de faire l'enregistrement, de faire le montage derrière. N'est-ce pas, Benjamin? Et c'est vrai que ça prend du temps. Puis bon, passer 60 heures à attendre que le bouton publier apparaisse, mine de rien que pour ça, 3,99€, c'est pas cher. Je trouve aussi, vous savez, c'est un peu comme au cirque, on a l'impression que c'est facile, mais
finalement, derrière chaque épisode, il y a du taf, il y a aussi un peu de notre expérience, notre bouteille. Et donc, c'est tout ça qui a une valeur, on l'espère. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien, effectivement, dans ce moment un peu compliqué du démarrage. Merci de vos abonnements. Et puis, on espère aussi que vous allez nous relayer, vous allez parler d'i5 autour de vous. On a besoin que vous soyez beaucoup plus nombreux pour que ça ait un sens aussi économiquement. Donc, si vous aimez i5, non seulement abonnez-vous, mais aidez-nous à en faire un vrai succès. Apple prépare la rentrée avec un serrage de vis tous azimuts. Les leakers, les salariés indélicats avec le culte du secret et les utilisateurs d'Apple TV+, on a tous reçu un message d'Apple ces derniers jours. Personnellement, je préfère être à ma place qu'à la leur. C'est l'événement de la semaine, dans 5 secondes. Apple serre donc la vis à tous les étages. Et dans cet événement de la semaine, Élie, François, on va mélanger 3 grands sujets, alors qui n'ont a priori rien à voir les uns avec les autres, mais on trouve qu'ils ont un sens si on les aborde en même temps. Alors on va les prendre dans l'ordre, et on va commencer par cette info qui, moi, m'a un peu glacé le sang. Depuis quelques semaines, certains salariés d'Apple, apparemment, portent une caméra corporelle, comme les policiers américains. Une caméra qui les filme quand ils sont sur leur lieu de travail. Et c'est censé les dissuader de diffuser des infos ou des images à l'extérieur. François, je te vois faire non de la tête, de manière un petit peu désolée. C'est complètement hallucinant. Enfin, je trouve ça... C'est à la limite même du respect de Enfin, c'est même pas à la limite, ce n'est pas respectueux vis-à-vis du travail des salariés. Pour plusieurs raisons, déjà, je trouve que c'est un gros manque de confiance. Je comprends qu'Apple n'ait pas envie qu'il y ait d'infos qui sortent, mais c'est aussi une manière de montrer à ses salariés qu'ils sont en gros que des personnes bonnes à porter une caméra pour vérifier qu'on fait pas de fuite, quoi. Je trouve ça vraiment décevant, très décevant de la part d'Apple. Je comprends la lutte anti-fuite, mais il faut peut-être pas aller aussi loin que ça quand même. Élie, ça pose évidemment d'abord une question de confiance entre les salariés qui ont accès aux informations sensibles et la direction d'Apple et ceux qui ont le bâton au bout des doigts. Ben oui, mais je me demande à quel point ça peut être efficace, parce que quelqu'un qui travaille effectivement dans le groupe produit, qui travaille sur un proto, quelque chose comme ça, on lui dit « tu vas mettre une caméra comme ça, tu ne pourras pas fuiter ». Tant qu'il porte la caméra, il sait qu'il a une caméra, donc il risque pas de fuiter. Mais qu'est-ce qui l'empêche à un moment donné, il rentre chez lui, il n'a plus la caméra, probablement, hein, où il va se coucher, et il envoie un message sur Telegram ou autre messagerie cryptée à quelqu'un. Ben, comment Apple empêche ça? Donc, je veux pas donner un mode d'emploi, hein, mais c'est très bizarre, et puis ça donne une très mauvaise image d'Apple, hein, parce que c'est le Big Brother, le mec qui veut absolument tout contrôler. Je pense que si ils ont un climat de confiance avec leurs ingénieurs, les ingénieurs devraient comprendre quelle est l'importance pour Apple de ne pas révéler ce type d'informations. Et si on travaille dans un climat de confiance, ils ne devraient pas le faire d'eux-mêmes, quoi. À moins qu'ils soient grassement payés par ces sites qui commentent les fuites, et je ne crois pas que ce soit le cas. On n'est pas dans les scoops des paparazzi qui viennent prendre des photos d'une princesse ou d'une autre parce qu'ils vont la vendre 100 000 € immédiatement à une agence de presse, hein. On n'est pas du tout dans le même contexte, hein. Tu crois qu'il n'y a pas de commercialisation des fuites? François, je vais te faire oui de la tête, si. Moi, je pense qu'il y a certains sites, en particulier des sites américains, qui seraient prêts à payer un peu. Enfin, l'histoire de l'iPhone dans le bar, j'ai plus le montant en tête, mais l'iPhone 4 qui avait été chouré dans un... Ouais, c'était Gizmodo qui avait payé. D'ailleurs, il le paye encore aujourd'hui par rapport à Apple. Mais on a aussi vu dans l'actu, il y a un site qui a publié des images de synthèse des futurs iPhones, si je dis pas de bêtises. Et visiblement, Apple aurait aussi tapé sur les doigts. Enfin, on sent vraiment
il y a un gros serrage de vis. Oui. Mais ce que je trouve étrange, c'est qu'il y a quand même beaucoup de nouveautés qui sont sorties qu'on n'avait pas eu. Enfin, les MacBook M1, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de machines, des MacBook Pro, des Mac Mini. Les nouveaux iPhones, bon, on s'en doutait, il y avait quand même eu pas mal d'infos. Sur les iPad Pro aussi, mais moi j'ai le sentiment qu'il y a moins de fuites qu'avant, donc c'est étonnant de le faire maintenant, alors qu'on a le sentiment qu'il y en a moins. C'est la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'Eli, tu as l'impression qu'il y a plus ou moins de fuites qu'il y a quelques années ? Je pense moins. Moins parce que... Ou alors on est devenu meilleur pour prévoir un peu les cycles produits. Quand je dis nous, c'est l'ensemble de la communauté tech qui s'occupe d'Apple. Mais il y a en même temps moins de fuites, mais les fuites sont plus précises qu'avant. Avant, on n'avait pas des rendus 3D des iPhones, voire des photos de prototypes d'iPhone à l'avance autant que maintenant. On a été surpris pour les M1, ça c'est clair, on ne les attendait pas. On savait qu'il allait y avoir un produit, on en a eu plusieurs. Les iPhones, c'est beaucoup plus prévisible, hein, mais je pense que, étant donné qu'ils sont fabriqués en Chine, qu'ils sont fabriqués à des dizaines, voire centaines de millions d'unités, comment est-ce qu'on arrive à contrôler ça ? C'est pas tellement dans la phase de conception, mais à un moment donné, ces produits sont finalisés. Il y a des fournisseurs tiers qui doivent fournir telle ou telle partie, qui doivent voir comment elle s'intègre dans le produit lui-même. Donc, à un moment donné, ils voient le produit. Donc, et on parle de tas et des tas de sociétés qui sont extérieures à Apple. Je pense pas qu'eux accepteront de porter des bodycams aussi, quoique, connaissant Apple, ils sont capables de faire porter des bodycams à des sous-traitants chinois, hein. Je pense qu'en Chine, ils s'embarrassent pas trop de ce type de légalité. Je pense que s'ils mettent ça autour du cou d'ingénieurs en Californie, il se pourrait qu'ils aient un procès. Hein. L'autre. François ? L'autre nouveauté aussi, j'y ai pas repensé tout de suite, mais l'iMac, le nouvel iMac M1, personne ne s'attendait à ce qu'il sorte à ce moment-là. Donc, pour moi, il y a moins de fuites. On savait qu'il y avait des couleurs. Ouais, mais on savait pas de quoi. Alors, le visuel des iMac en randonnion, je l'avais vu chez John Prosser plusieurs jours avant la keynote. Hein. L'image, je l'avais vue avant la keynote. Hein. Ah, bah. Ma mémoire me faillit alors. Les couleurs. Mais quelques jours avant. Qu'elles sont sorties, je les ai vues avant. Mais la question que je voulais vous poser, parce que effectivement, Apple a aussi lâché ses avocats. Alors, pas sur les leakers aux US, parce qu'ils sont protégés par la Constitution. Oui. Et c'est notamment le cas de John Prosser, qui a quand même l'impression qu'Apple lui colle aux fesses, de différentes manières. En revanche, Prosser, il bosse notamment avec un artiste néerlandais qui a fait les rendus justement de plusieurs produits sur la base d'infos que Prosser avait récupérées. Et ce néerlandais-là, lui, a les avocats d'Apple aux fesses. Donc il y a effectivement, apparemment en ce moment, une sorte de riposte coordonnée à différents niveaux d'Apple pour faire arrêter les fuites. Est-ce que ça peut vouloir dire, Eli, qu'on est à quelques semaines ou quelques mois d'un moment critique pour Apple en termes d'annonces et qu'il ne faudrait surtout pas que l'effet de surprise soit gâché? Le timing. Le timing est effectivement important. Je pense que le message dont on a parlé dans i5 hier de Deirdre O'Brien à ses équipes en disant il est important que vous reveniez, peut-être c'est plus facile d'éviter les fuites dans les bureaux d'Apple où il doit y avoir des mesures de protection incroyables, des pare-feux, des systèmes qui contrôlent les mails, etc. Alors que quand ils sont chez eux, c'est beaucoup plus compliqué de contrôler à qui ils envoient, etc. Donc c'est peut-être ça, mais elle a expliqué que les produits qui étaient sortis récemment, ça faisait des années qu'Apple travaillait dessus et qu'ils avaient travaillé dessus ensemble dans les bureaux d'Apple, mais que les futurs produits, c'était inconcevable qu'ils doivent être faits à distance. Et effectivement, entre guillemets, on pourrait penser à ces problèmes de sécurité. Après, ce que tu as dit sur les avocats en Europe, je ne sais pas si ce sont des tentatives d'intimidation, de faire peur à ces designers ou à des choses comme ça. Je ne pense pas que ça puisse aller très loin, parce que comment est-ce que tu peux reprocher à quelqu'un qui n'a pas vu le produit d'avoir imaginé dans sa tête, en fonction de choses qu'il entend,
un produit, tu vas lui dire tu as copié quoi? Il n'a pas vu le produit. Il aurait fallu qu'il voit le vrai produit. Donc je pense pas que ces gens-là risquent quoi que ce soit. Après qu'Apple c'est quand leur même une dise question de rapport de force. C'est que le jour où tu reçois un recommandé des avocats d'Apple en connaissant leur puissance financière et puissance de feu, quand tu es juste un petit artiste, tu vois, qui bosse en freelance dans ton atelier, ça pousse un petit peu peut-être à la prudence, tu vois. C'est de l'intimidation. Oui. C'est exactement ça. C'est de l'intimidation. Je pense qu'ils ne risquent rien. Après, peut-être que s'ils vont à un procès, qu'un juge accepte de les entendre, c'est sûr que Apple a des milliards pour payer des avocats. Si toi, tu es obligé de payer un avocat de ta poche, ça peut être compliqué quand tu es indépendant. Hein. Nous, on a vu ça dans certains problèmes de SAV. Quand on est obligé de payer, nous, un avocat par rapport à Apple, c'est sûr qu'il y a des fois, il vaut mieux faire un règlement à l'amiable que de payer des sommes folles juste pour aller dans un tribunal que tu gagnes ou tu perdes. Hein. C'est juste... ça vaut pas la peine. Alors, ce serrage de vis d'Apple en ce début d'été 2021, il est aussi illustré par la rentrée qui s'annonce et un retour à la vie normale ou au travail normal, en tout cas le plus normal possible, le plus proche de ce qu'il a été avant la pandémie. Vous le savez, Tim Cook a annoncé le mois dernier une nouvelle organisation à partir du mois de septembre. Les salariés d'Apple devront revenir à leur bureau 3 jours par semaine, le lundi, le mardi et le jeudi. Ça grince des dents dans certains services, notamment en France. Tu le disais, Elie, il y a sans doute plusieurs considérations qui poussent à cette fin du télétravail à 100%, on peut dire. Dans la partie qui concerne les boutiques Apple, c'est évident qu'une boutique sans employés, ça ne peut pas fonctionner, puisque tu accueilles du public, tu accueilles d'ailleurs beaucoup de public dans ces boutiques-là. Donc si les employés, déjà 2 jours par semaine ne sont pas là, Apple est obligé de faire du roulement de personnel, d'avoir du personnel supplémentaire. Il y a des coûts. Bon, Apple peut se le permettre. Mais une boutique ne fonctionne pas si tu n'as pas des employés dedans. Donc, et c'est aussi bien pour les employés qui accueillent le grand public que les employés Apple qui travaillent dans la section business, qui sont apparemment la tête de pont de cette rébellion, entre guillemets, parce que ce sont quelques personnes qui sont spécialisées dans les entreprises. Et si eux sont à la maison, les entreprises ne sont pas reçues. Donc Apple, du coup, ne travaille plus avec les entreprises. Donc moi, je ne comprends pas bien, surtout au niveau de salaire où ils sont, hein, mais et dans les conditions d'Apple et les avantages et tout ce qu'ils ont autour. Travailler dans une boîte comme Apple, quand tu aimes Apple, c'est un rêve. Donc après, ils peuvent avoir leurs aspirations, mais travailler à distance, c'est pas possible aujourd'hui. Quand tu accueilles du public, c'est juste pas possible. Elie, sans vouloir casser le rêve, mais c'est peut-être un rêve quand tu t'y entres et c'est peut-être moins un rêve au bout de 15, 20, 25 ans. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Il faut être un peu geek comme nous, mais tu sais, oui, les rêves, ils arrivent à les briser. Moi, je suis toujours autant amoureux des produits Apple qu'au premier jour. J'ai quelques réserves quant au fonctionnement d'Apple. Je l'ai dit d'ailleurs à un responsable Apple en face. Je lui ai dit, vous aurez au moins réussi quelque chose au cours de ces 40 ans de collaboration, c'est à me faire perdre l'amour que j'avais pour cette marque. Mais je parlais business, je ne parlais pas produit. Oui. Donc, et oui, si, ils y arrivent. Hein. François, le retour au bureau à partir du mois de septembre en 3/5e, parce que c'est à ça que ça va ressembler. Tu trouves ça normal? Tu trouves ça... En fait, moi, je vais te faire une réponse parce que le télétravail, je pense que ça va grince des dents dans beaucoup, beaucoup de boîtes. Je pense que les gens ont pris l'habitude d'être à la maison, d'être chez eux. Beaucoup de gens travaillent normalement, voire plus. Il y a peut-être aussi des gens qui se la coulent un peu plus douce, sans vouloir prendre du côté du patronat, pas du tout. Mais je pense que déjà 3/5e, je trouve ça déjà très bien. Se dire qu'il y a 2 jours par semaine où les gens pourront être en télétravail, ne pas se taper les transports en commun, etc. Je pense par exemple des gens qui seraient dans la région parisienne, qui ont du métro, qui ont 1h30 de métro. Benji, t'es bien placé pour le savoir. Tu peux te dire que 2 jours à la maison, c'est bien déjà. Nous qui avons vécu
ça, moi je trouve Apple très très grand seigneur parce que après tout, les stores ont été fermés pendant très longtemps. Bon, nous on en a bénéficié, mais au niveau des employés, ils étaient autorisés à ouvrir. Comme nous sommes restés ouverts, même au premier confinement quand on n'avait pas de masque. Le gouvernement nous avait demandé d'être là parce qu'on dépannait les machines des médecins, des enseignants, etc. On avait accueilli des clients parce que leur machine était en panne, ils devaient en acheter une nouvelle. Donc, on a rempli ce rôle-là. Donc, je sais ce que c'est que d'être présent tout le temps. Et quand tu vois qu'il y a des gens qui, pendant 1 an et quelques, sont restés à la maison et qu'on leur dit « Vous allez travailler 3 jours par semaine », franchement, de quoi ils se plaignent, hein? Ils travaillaient en dehors. Hein. Ouais, oui, mais ils travaillaient à la maison aussi. Ouais, mais trop. Oui, c'est vrai. Un peu de télétravail, oui, 2 journées par semaine, mais je pense que malgré tout, il y a beaucoup plus d'émulation. Je trouve. Après, je sais qu'il y a des gens qui adorent bosser en télétravail, qui sont plus efficaces. Moi, je sais qu'à titre personnel, je préfère être au travail parce que voilà, on voit les collègues, on échange, c'est quand même beaucoup mieux que de se faire des Teams ou des mails à longueur de journée, quoi. Juste pour préciser sur le cas français et cette division business. Leur demande, c'est pas forcément de revenir à 100% de télétravail, c'est une plus grande flexibilité, sans doute en fonction des périodes, en fonction des besoins, etc. C'est ne pas rentrer dans un schéma figé, voilà. Oui, mais ces boutiques sont ouvertes avec des horaires très amples. Donc, ils sont obligés d'accueillir du public quasiment tout le temps, même si les entreprises ne viendront pas forcément à 11h du soir. Hein. Donc, oui, il peut y avoir une petite flexibilité. Attention que tout ça n'est pas définitif parce que, vu comment ça s'est passé jusqu'à maintenant, imaginez qu'il y ait une nouvelle flambée de l'épidémie avec un variant Delta ou un autre. Est-ce qu'Apple va faire, comme par le passé, être super prudent et refermer et dire à leurs employés restez chez vous, ou est-ce qu'à un moment donné ils vont pas être agacés en disant nous avons pris maintenant nos mesures de sécurité, nous savons gérer justement les épidémies, les contacts, toutes les mesures barrières, etc. Donc nous maintenons notre décision et vous allez continuer à travailler. Donc il ne faut pas, à force de pousser, il risque d'y avoir une réaction qui peut être négative. Alors que moi, je suis sûr que s'il y avait le moindre soupçon de danger ou quoi que ce soit, Apple, à nouveau, serait les premiers à fermer leur boutique en sachant qu'ils perdent de l'argent quand ils font ça. Hein. Donc, ils ont beau être riches. Pour une fois, je les défends sur ce point-là. Je pense qu'à force... vous savez, on dit tant va la cruche à l'eau, hein, qu'à la fin... voilà. Moi, je sais pourquoi Tim Cook veut le retour au bureau, c'est qu'il a quand même construit l'Apple Park et il a les boules d'imaginer que l'Apple Park reste vide. Il en a marre de faire des courses tout seul. Voilà, ça doit être ça. Bon, et puis il y a un troisième élément qui nous fait penser qu'Apple serre les boulons en ce début d'été 2021. C'est que Apple TV+, finalement, c'est pas gratuit. Et non. C'est une grande nouvelle. On est tous les trois concernés et je pense que vous êtes plein à être concernés par sans doute le mail que vous avez reçu ces derniers jours comme nous. À la base, on le rappelle. Hein, 5 juillet, il va falloir payer. C'est pareil. En fait, souvent, ce qui s'est passé, c'est que quand on a acheté, moi à l'époque, c'était l'iPhone 11. Du coup, on avait le droit à 1 an gratuit. C'était 1 an, je crois, de mémoire, de départ. Après les 1 an, on rajoutait 6 mois. Et puis, il y a eu encore un petit rajout de 3 mois, si je dis pas de bêtises. Donc on est quasiment à 2 ans de gratuité, parce que le service a dû être lancé au mois de novembre 2019, si je dis pas de bêtises. Mais là, maintenant, il va falloir payer. Oui, sauf si vous voulez. Je pense que beaucoup de gens, du coup, vont payer parce que les séries sont quand même hyper quali, et qu'entre ce qu'était le catalogue il y a 1 an et demi et ce qu'est le catalogue aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de séries. Il y a eu des 2e saisons, il y a eu des films qui sont sortis, des reportages, et je pense qu'ils ont réussi à fidéliser le client, je pense. Et puis, il y a une très très grosse rentrée qui est déjà annoncée. Donc, Apple nous fait saliver avec le retour du Morning Show, avec Ted Lasso 2, avec Foundation. Hein, n'est-ce pas, Eddie ? Oui. Et pour cette rentrée-là, il faudra passer à la caisse pour être abonné à Apple TV+. Oui, et en plus, ils ont changé les conditions parce que ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que si vraiment il y a des gens qui ne voulaient pas payer, quand tu achètes un nouveau produit Apple, si sur ce produit-là, tu crées un nouvel identifiant Apple, tu as quand même, jusqu'à maintenant, tu
tu pouvais avoir un an gratuit de plus. Sauf que ça t'oblige à jongler avec les identifiants Apple. Mais maintenant, c'est 3 mois. C'est fini depuis hier. C'est 3 mois. C'est fini depuis hier. Ouais. C'était le dernier jour. Donc, du coup, ça vaut plus la peine parce que s'il faut que tu changes d'identifiant tous les 3 mois, on s'en sort plus, quoi. Donc, non, et puis si tu prends une offre Apple One, tu t'en tires pour pas trop cher. On va rappeler que ça réunit tous les services dématérialisés. Donc Apple Arcade. Dont certains qui ne sont pas encore en France. Est-ce qu'on peut prendre Apple One en France ? Oui, je crois. Déjà ? Parce que ça contient Fitness Plus et des choses comme ça qui ne sont pas encore en France. Si, je crois que... Si, je vais vérifier de ce pas. Je vais vérifie parce que moi, je ne l'ai pas vu dans mes tarifs, mais peut-être que nous, on n'est pas autorisé à le proposer. C'est possible. Hein. C'est possible. Oui, parce que, par exemple, moi, j'ai Apple Music, donc Apple TV+, je vais le garder. J'ai iCloud, j'ai la version à 10 € par mois. Ah oui. Si, j'ai raison. Tu as raison. Alors une fois de plus. Parfait. Pour 19,95 €, vous aurez l'abonnement famille, donc jusqu'à 6 membres. Vous avez le droit à Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et un forfait iCloud de 200 Go. Ça, c'est je devrais peut-être y passer pour... effectivement, j'économiserai quelques euros par mois. Tu économises 8 € par mois. Merci pour ce calcul très rapide, François. Je vais faire ma modif. C'est le site d'Apple. Dans la foulée de cet enregistrement. Bon, voilà ce qu'on voulait vous dire sur ce serrage de vis d'Apple avec différents niveaux de lecture, évidemment. On va passer à Pommes, le journal de la semaine. Pommes, le JT de la semaine. On vous renvoie évidemment à toutes les infos qu'on a déjà traitées dans i5, une dose Apple par jour depuis la semaine dernière. On commence en ce jeudi soir par l'annonce des résultats trimestriels d'Apple, le 3e trimestre qui correspond au 2e trimestre calendaire, donc d'avril à fin juin. Ce sera le 27 juillet, et donc dans un peu plus de 3 semaines. Exact. Ce sera particulièrement intéressant parce qu'on aura les chiffres avec les ventes d'iMac et de nouvel iPad Pro. Donc ça devrait être pas mal quand on voit les difficultés qu'on a pour s'approvisionner en iMac et en iPad Pro 13 pouces. C'est juste dingue. Et évidemment, on vous donne rendez-vous dans i5 du 28 juillet, donc le lendemain. Vous aurez toutes les infos sur ces résultats trimestriels d'Apple. Les bêtas se succèdent après la WDC. On va vous parler dans un instant des bêtas d'iOS 15, mais on commence par la plus récente, c'est la bêta 2 de macOS 12 Monterey qui est arrivée avant-hier. Ellie. Yes. Ben oui, et je l'ai installée tout de suite pour voir les différences. Et il y a une différence, et une seule. Il y en a certainement des tas d'autres, mais... celle qui est mise en avant, c'est le fait que maintenant, il y a SharePlay qui apparaît lorsque on fait du FaceTime. Il propose cette option de groupe, évidemment avec d'autres personnes ayant des bêtas, parce qu'on peut le faire soit avec une autre bêta de Monterey, soit avec une bêta d'iOS 15, en bêta 2 aussi. Donc, j'ai pas vu d'autres... Si, ils ont rajouté officiellement l'économiseur d'écran Bonjour dans les machines non aimants. Donc, on l'avait installé grâce à ton tuto dont on se rappelle et ça marchait très très bien. Mais maintenant, officiellement, il l'installe donc dans la bêta 2 pour les machines non aimants. Et voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Pour le reste, c'est stable, ça plante pas, mais j'ai pas encore trouvé des choses vraiment waouh, quoi. Qui font envie. Et sur iOS, puisqu'on en est là-dessus, n'oublions pas que la bêta 2 d'iOS a un truc extrêmement important. L'icône de plan a changé. C'est vrai. Attention. Ça, c'est du changement. Hein. L'autoroute 280 a disparu de l'icône de plan. Mais c'est ça. Mais comment va-t-on vivre sans ce truc ? Tant de nouveautés, c'est vraiment... je ne sais pas si on va s'en remettre. On peut peut-être laisser le graphiste copain de John Prosser nous faire l'image, non ? Avec toutes les indications que tu vas lui donner, Ellie, je pense qu'il a moyen de nous le faire, là. Je continue à être totalement bluffé par l'application Plan, en regrettant encore une fois que ce chef de projet qui est français ne veuille pas s'occuper de la France.
parce que l'appli, elle est juste magnifique. Et j'avais testé sur San Francisco avec Coit Tower, etc., le niveau de détail. Et quelqu'un a publié une info cette semaine en disant que le niveau de détail au niveau de l'Apple Park était juste à la limite du supportable et qu'il devrait y avoir des sanctions pour des gens donnant tellement de détails. Et donc, du coup, je suis allé voir Apple Park dans la bêta. Et c'est vrai qu'on peut zoomer et c'est incroyable. Il y a les tables à l'intérieur du bâtiment, il y a les arbres. C'est un truc fou. On ne voit pas les employés, mais presque. Hein. C'est d'une beauté incroyable. Et on n'a pas ça en France. Alors j'ai essayé en Espagne, il y a du détail. En Italie, pas encore, mais ça va arriver. Donc c'est ce que j'avais dit en plaisantant à ce monsieur sur Twitter, hein, puisqu'il a été brièvement sur Twitter. Il ne répond pas d'ailleurs au message. Il a dû être menacé de bodycam si jamais il nous répondait. Mais je lui ai dit, est-ce que vous nous conseillez donc du coup d'aller passer nos vacances en Italie ou en Espagne hein, pour pouvoir profiter de la nouvelle version de plan? Et il n'a pas répondu. Juste à propos de la bêta 2 de macOS, redis-nous un mot de photo-capture, non, cette techno présentée à la WWDC qui permet avec de simples photos, même faites à l'iPhone, de créer un objet en 3D très simplement. On a parlé dans i5 d'une app qui facilite l'utilisation de cette technologie. Il n'y a pas besoin de mettre les mains dans le code. Non, en fait, ce que dit le tutoriel que je suis allé voir sur le site, c'est qu'on prend son iPhone, on prend un certain nombre de photos autour de l'objet. Donc j'ai essayé, moi, avec une boîte en fait, de casque que j'ai posée sur la table et je l'ai fait tourner. Comme ça, l'iPhone était fixe. Je l'ai fait tourner de 45 degrés à chaque fois, de façon à avoir un 360 degrés. Donc j'ai pris ce dossier de photos, j'ai ouvert l'application, j'ai suivi donc le mode d'emploi qui dit « Indiquez-nous le dossier où sont vos photos ». J'ai cliqué dessus. Et donc là, on lui dit « Créer un modèle ». Quand on fait créer un modèle, l'application quitte. Sans aucun message, elle quitte. Et donc, je suis allé voir du coup les forums. Et la seule explication qu'ils donnent, c'est si quand vous essayez de créer l'application, le modèle, l'application quitte, c'est que votre machine n'est pas compatible. Ah bah d'accord, ils auraient pu nous donner une liste des machines sur lesquelles ça tourne, ça nous aurait fait gagner du temps. Parce que du coup, j'ai toutes mes photos qui sont toutes jolies et comme ça, mais j'ai pas de modèle 3D pour l'instant. Donc, il faut peut-être une machine M1, comme on disait tout à l'heure, ou peut-être une version plus stable de l'application. Rappelez-vous qu'il y a eu d'autres applications qui tournaient pas au début sur des machines non M1 et qui ont tourné ensuite. Enfin bon, peut-être que ça a progressé. En tout cas, la méthode de capture est simple. L'objet en lui-même, j'ai pas pu le voir et eux ne proposent pas de modèle pour jouer avec. On ne peut pas télécharger de modèle pour se rendre compte de comment ça fonctionne. Donc, je suis un peu déçu. Je suis resté sur ma faim parce que je me suis précipité dessus. On en avait parlé déjà. Donc, dès qu'elle est sortie, je l'avais téléchargée presque au moment où on a eu l'info. Donc, dès que je suis revenu au bureau, j'ai lancé le truc parce que j'avais essayé chez moi. Ils ont dit « Ah non, vous n'êtes pas à Monterrey. » J'ai dit « Bon, d'accord, tant pis. » Le lendemain, je suis allé au bureau. J'ai envoyé l'application. Ça marche toujours pas. C'est bon. Tant pis. François, macOS, iOS bêta, est-ce que tu as joué avec ou pas du tout? J'ai continué à jouer un peu avec, pas encore assez, mais par contre ce qui est clair c'est que c'est stable. Et puis il y a quand même une petite nouveauté sur iPadOS aussi, iPadOS 15. Enfin, les applications pourront solliciter et dépasser la fameuse limitation de 5 Go de mémoire vive. On le rappelle, les iPad Pro M1 peuvent avoir jusqu'à 16 Go de mémoire vive sur les modèles haut de gamme, sur les 1 Tera et 2 Tera. Et jusqu'à maintenant, les applications étaient limitées à 5 Go d'utilisation de mémoire vive et ça va pouvoir le dépasser. Donc c'est quand même une bonne chose, parce que bon, avoir 16 Go et au final pas pouvoir les utiliser, c'est un peu ballot. Si vous aimez l'Apple Watch, peut-être un peu tard pour porter une Apple Watch bleu, blanc, rouge. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais, à défaut d'Euro, il y a encore les Jeux Olympiques. N'est-ce pas, Ellie ? C'est vrai. Et Apple a sorti, enfin, avec un peu de retard, des bracelets, des cadrans aux couleurs des pays. Donc, ils ont sorti un magnifique bracelet français avec un cadran français. Mais le lendemain, malheureusement, donc un peu tard. Mais il y a toujours des fans de l'équipe de France, quoi qu'il se passe. Hein, donc
Moi, je vais voir. Je n'ai pas vu s'il y avait des bracelets de l'équipe d'Espagne. Je n'ai pas regardé, mais Si, il y a l'Espagne aussi. il y a l'Espagne aussi. Mais je vais attendre quand même de voir ce qui se passe avec la Suisse, parce qu'ils ont été étonnants déjà avec la France. Donc, du coup, je me méfie un peu. Avant, j'aurais dit non, mais la Suisse, ça va être une bouchée de pain. Bah non. Non. Il y a 22 nations représentées. Et les bracelets sont pas les mêmes en fonction des pays, c'est ça qui est marrant. Il n'y a pas le même Ok, découpage oui, de drapeau. Je trouve pas que le drapeau français soit le plus joli d'ailleurs, Non, mais moi non plus. après ce n'est que mon opinion. Bon, je ne sais pas si je vais aller jusqu'à acheter un bracelet, mais je vais les regarder en tout cas. Les rumeurs de la semaine, 3 grosses rumeurs en cette fin de semaine. D'abord, on commence par les prochains iPad Air, iPad Pro et de l'OLED au programme pour tout le monde, sans doute. Oui, ce qu'on a expliqué, enfin les rumeurs qui circulent, c'est qu'on aurait le droit à des iPad Air OLED en 2022, donc étonnamment ce seraient les iPad Air qui auraient les premiers le droit à un écran OLED. Alors il y a une explication, c'est qu'en fait les écrans, ce seraient des écrans qui ne peuvent pas être arrondis. Vous savez, sur les iPhones OLED, l'écran il est un peu arrondi sur les côtés pour pouvoir avoir un écran qui soit vraiment quasiment bord à bord. Donc du coup en fait la techno serait pas encore prête pour les iPad Pro. Et donc du coup, sur les iPad Air, la bande est un peu plus grande que sur les iPad Pro. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on aurait le droit d'abord à de l'OLED sur les iPad Air et dans un second temps en 2023, donc dans 2 ans pour les iPad Pro. Théoriquement, selon les rumeurs. Bon, MacBook Pro et AirPods. On va commencer par les MacBook Pro. Ça se précise pour la fin de l'année. Oui, on a toujours dit octobre-novembre, donc ça se tient pour octobre-novembre. Moi, j'y crois. Et puis, les AirPods 3, on lit un peu tout et son contraire, parce que je sais que dans Hi-Fi, vous avez plutôt évoqué le début d'année prochaine, et puis là, les rumeurs disent finalement, non, ce serait pour la fin de l'année. On verra. En même temps, c'est pas non plus la nouveauté la plus attendue, je trouve. Alors, dans Hi-Fi, on a dit cette année pour les AirPods 3 et l'année prochaine pour les AirPods Pro 2. Exactement. D'accord. Tu as raison. Sois précis. Exactement. Et les deux rumeurs un peu disent que ça pourrait être à la fin de l'année en même temps que les MacBooks et d'autres en tout cas moi personnellement je pense que ça sera plutôt avec les iPhones, ça a plus de sens. Et puis à propos des iPhones justement, supposons que les prochains iPhones s'appellent iPhone 13, ce qui n'est pas complètement garanti. Notre ami Ming Chi Kuo nous annonce un ultra grand angle amélioré avec autofocus sur donc le Pro et le Pro Max. Parce que je trouve que le rendu de l'ultra grand angle est quand même pas ouf en conditions en particulier de basse lumière. Du progrès. Ouais. Et donc ces nouveaux capteurs arriveraient sur tous les modèles pour l'iPhone 14. Et puis il y avait une autre petite nouvelle aussi par rapport aux iPhones, c'est que le module photo changerait sur les iPhone 13. Vous savez, sur les iPhones classiques, il n'y a que deux objectifs, alors que sur les Pro, il y en a 3. Et en fait, là, actuellement, sur le 13, les objectifs sont l'un en dessous de l'autre. Enfin, sur l'iPhone 12, pardon. Et du coup, sur le nouveau, il passerait en fait en diagonale. Donc du coup, on aurait en diagonale les objectifs au lieu de les avoir l'un en dessous de l'autre. Voilà. C'est les mock-ups qui circulent, voire il y a même eu des fuites, d'ailleurs. Tiens, des fuites, c'est étonnant. Des fuites. Allez, on se retrouve dans quelques secondes avec toi, Ellie, et ton test de la semaine, le chargeur Belkin Boost Charge Pro. Il est compatible MagSafe et tu vas nous dire ce que tu en as pensé. À tout de suite. Le test de la semaine, Ellie, c'est un produit qu'on ziote depuis quelques semaines déjà. Et oui, on attendait qu'il soit disponible parce que souvent, quand il y a des produits Belkin qui sortent, Apple a une exclusivité store, ce qui fait que pendant quelques semaines, malheureusement, nous sommes obligés d'attendre, mais ils arrivent quand même au bout d'un certain temps. Et donc là, ce sont des chargeurs qui sont compatibles MagSafe. C'est la société donc Belkin qui nous en a prêté un gentiment, donc on les remercie pour ça. Et ça permet de charger donc des iPhones en 15 watts parce que ça utilise la connexion MagSafe. Et donc la gamme Belkin a 2 produits, un modèle avec 2 connexions, une pour charger l'iPhone et une autre pour charger les AirPods, je vais vous le montrer. Et c'est celui qu'on vous présente ce soir. Et il y en a un autre qui a 3 connexions qui permet de charger
en plus de l'iPhone et des AirPods Pro, permet de charger aussi son Apple Watch. Donc, il est légèrement différent. Il est évidemment plus cher. Donc, Belkin, c'est une marque qu'on aime bien. Hein. Donc, on avait envie et hâte de vous présenter. Je crois que c'est le premier produit Belkin qu'on présente depuis... oui, peut-être... Je ne pense pas qu'on en ait présenté avant. Il me semble. Donc, parce qu'ils ont une foule de produits compatibles Apple. Hein, et c'est en plus la gamme qui est présente non seulement chez tous les APR, mais elle est présente dans les Apple Store, ce qui est plus rare. Et en même temps, ça les place comme étant la marque de référence d'Apple pour les accessoires. Donc, ça va depuis le simple câble USB. Donc, il y a de l'USB vers USB-C, des choses comme ça. Ils ont des docks, ils ont des chargeurs pour voiture, ils ont des chargeurs pour le bureau. Et puis, ils ont les célèbres câbles dont on a déjà parlé dans l'émission, des câbles HDMI 4K certifiés pour le 18 Go et le 48 Go, donc qui correspondent au HDMI 2 et au HDMI 2.1. de l'Apple TV nouvelle génération qui ne s'en sert pas. Mais le câble, lui, est prêt, des fois que Apple voudrait bien un jour qu'on utilise cette puissance. Donc, l'autre intérêt des produits Belkin, c'est qu'ils sont disponibles chez tous les APR français. Donc, ça veut dire plus de 50 points de vente près de chez vous, mais évidemment dans tous les Apple Store, et aussi dans la plupart des magasins de retail. Hein. Donc, sans faire de publicité, vous savez que moi, j'ai une petite préférence pour mes camarades APR qui font un boulot pas facile, avec grande passion. Et donc, si vous avez un APR près de chez vous, allez le voir. Hein. Donc, je pense que vous serez content de l'accueil. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on va parler du produit. Attends, donc, juste, oui, Elie, on va oui, rappeler qu'APR, ça veut dire Apple Premium Reseller. Absolument. Et on va rappeler que tu es le président des APR en France. Et c'est pour ça que je défends mes petits camarades. Donc, et je pense qu'ils seront contents qu'on parle d'eux. Et puis, je pense que ceux qui ont eu affaire et qui sont allés voir un APR, je pense qu'ils sont contents de leur visite parce que en même temps, on prend un peu plus de temps pour s'occuper des clients. Peut-être qu'on a un peu moins de foule. Et on le regrette parfois, que dans un Apple Store, mais en même temps, on n'est pas Apple. Et donc, c'est plus calme, on prend plus le temps, on pose plus de questions, on établit un contact plus personnel. Et certaines personnes peuvent aimer et certains autres préféreront toujours le fait d'aller directement chez le constructeur. Hein. Donc, l'important, c'est qu'il y ait le choix. Voilà. Bon, alors, ce chargeur Belkin Boost Charge Pro, Elie, raconte-nous. Oui. Alors, d'abord la boîte. Je vous la montre. Hop, elle est là pour ceux qui ont la version vidéo. Donc, c'est une boîte blanche et verte. Comme souvent, ah oui, mais le vert avec écran vert, ça passe pas, mais c'est pas grave. Donc, c'est une boîte blanche, on va dire. Et verte. Donc, comme souvent les produits Apple. Donc, assez imposante. Hein. Donc, quand on ouvre la boîte, l'intérieur est très éco-friendly. Hein, donc, matériaux, non polluants, etc. Donc, on est au top. Et puis là, on passe au produit lui-même. Donc, on peut commencer. Il y a un chargeur. Donc, il est un chargeur traditionnel. C'est pas un chargeur USB, USB-C. Hein, c'est un chargeur traditionnel. Et ensuite, on présente le produit. Je vais vous le montrer à l'écran. Vous voyez, il est très fin, très design, en fait. Alors, on va vous le décrire parce que vous qui n'avez pas l'image, je vous rappelle que vous pouvez non seulement nous écouter sur les principales plateformes de podcast audio que vous connaissez, mais à partir du vendredi, vous avez aussi accès gratuitement à la version vidéo d'iWeek, la semaine Apple, le podcast, sur la chaîne YouTube d'iWeek. Et donc, si vous venez sur YouTube, vous verrez Elie en train de manipuler ce chargeur Belkin que tu vas donc nous décrire pour ceux qui ne le voient pas, Elie. Absolument. Donc, la première chose que vous ne voyez pas, mais que vous pourriez voir, c'est qu'il y a un plateau circulaire blanc, assez lourd, hein, donc le produit est très stable. Ensuite, il y a une tige en aluminium et un petit plateau circulaire qui va permettre, donc qui est quasiment vertical, et qui va permettre de recevoir l'iPhone. Derrière, on voit le câble qui circule là, donc pour ceux qui ont le détail. Donc ça, c'est le produit principal. Ensuite, il y a le chargeur et il y a un truc qui est très important. Quand je vous montre la base du produit, c'est que quand on insère
je le fais en temps réel. Le câble, qui est un câble circulaire de transfo habituel, on insère la prise, vous voyez, et donc, une fois qu'on l'a inséré, en même temps j'essaye de voir la caméra, hop, ils ont prévu un détrompeur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arracher le câble, parce que le câble, il est comme ça, on peut le sortir, et quand il se met à plat, on ne peut pas le tirer. Donc du coup, on évite des erreurs de manipulation en tirant un fil, etc. Donc c'est un petit détail, mais ça compte. L'autre petit détail qui est quand même intéressant, du coup là, il est branché, donc on va pouvoir faire un test. Ça montre le souci de détail, c'est rien, mais c'est en même temps important. Ils ont mis ce petit bout de caoutchouc blanc qui fait que quand vous enroulez le fil qui est assez long pour le mettre dans votre sac, je le remontre, et votre câble, il s'entortille pas. Donc ça coûte rien, ça doit coûter 0,05 centimes. Mais le fait de l'avoir mis dans la boîte et dans le câble prouve qu'il se soucie du fait que vous allez enrouler ce fil. Donc bon, c'est un petit détail, mais c'est pas mal. Passons à la suite. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque on place un iPhone? Eh bien, en fait, il vient se magnétiser. Donc, il est collé et il commence à charger. Vous voyez que, hop, dès que je le décolle et que je le recolle, il me dit que, voilà, il y a une charge. Il est chargé à qui s'établit. 94%. Ouais. Voilà, et il charge assez vite. Alors, donc ça c'est parfait. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on pose des AirPods Pro ou des AirPods avec la boîte de chargeur? Ils sont posés dessus, il y a la petite lumière blanche qui s'allume et qui dit en bas de l'écran, qui dit qu'il est en train de charger. Donc, puisque les AirPods, il y a la petite lumière qui s'allume, mais on n'est pas sûr qu'ils sont en train de charger. Donc là, le fait de le mettre indique qu'ils sont en charge. Dès que je les enlève, la lumière s'éteint. Donc, juste l'étui des AirPods, comment tu le positionnes? Comment tu sais qu'il est au bon endroit? En fait, il n'y a pas vraiment de position parce que en fait, il ne se magnétise pas. En fait, on peut le faire tourner un peu dans tous les sens, tu vois. Et il charge quand même. Ah, il charge quand même, d'accord. Oui. Donc en fait, je pense qu'il y a un coil, donc un truc circulaire sur toute la base. Et comme derrière les AirPods, vous avez ce petit contacteur qui est là, horizontal, quelle que soit la position, il va tomber sur une des spirales. J'ai dit un coil parce que je parle anglais dans ma tête, mais en fait, c'est une spirale de charge. Donc, et du coup, quelle que soit la position, il va se charger. Alors, bon, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien, c'est-à-dire que c'est simplissime, c'est très élégant. Quand en plus l'iPhone est posé, je ne vous ai pas montré juste un petit truc, parce que dans ce modèle-là, c'est un peu moins important, mais quand il est posé comme ça et vous voulez regarder un film, vous pouvez évidemment le tourner de 90 degrés et regarder le film. Et c'est là où vous vous dites, ok, là il est en train de charger, démarrons le film, où sont mes AirPods? Eh bien, les AirPods, ils sont à proximité, puisque justement, ils sont là-dessous. Il ne faut pas les chercher, ils sont en train de charger. Donc, vous avez votre film, vous avez vos AirPods, vous pouvez démarrer. Donc, c'est pratique et utile plutôt que de chercher les AirPods partout. Donc, tout ça, c'est parfait. Donc, ça serait le bonheur intégral. Sauf que, si vous mettez une coque non Apple, si vous avez une coque Apple ou si vous ne mettez pas de coque, tout va bien. C'est fabuleux. Si jamais vous avez une coque comme celle-ci, ça c'est une coque Kudos, ultra transparente, donc elle est sympa. Elle marche parfaitement avec tous les chargeurs à la norme XI. Mais quand je la mets, et je ne vais pas vous le montrer parce que je tiens un tout petit peu à mon iPhone, quand vous la mettez, l'iPhone il glisse. Il n'y a pas moyen de l'attacher, tout simplement parce que je crois que la norme, je ne dis pas que c'est la faute de Belkin, la norme Apple dit qu'il faut une coque qui fasse moins de 0,2 mm, si je ne me trompe pas, il faudra qu'on vérifie, mais je crois que c'est ça. Donc celle-ci, elle n'est pas très épaisse, elle est très transparente, elle est très bien, elle a toujours marché sur tous mes chargeurs jusqu'à aujourd'hui, mais je ne peux pas la mettre sur un chargeur vertical parce que tout simplement, le produit glisse et ça m'a un tout petit peu déçu, mais il ne faut pas être déçu, car nous avons un produit, et c'est évidemment les gens de Belkin, notre commercial préféré de Belkin, qui m'en a parlé. Il m'a dit, tu devrais aller regarder du côté de Satechi, parce qu'ils ont sorti un produit, justement, qui permet à tous les téléphones qui ne seraient pas MagSafe compatibles
ou qui aurait une coque, de fonctionner avec le chargeur. Et donc ce produit, le voilà. Donc c'est une petite boîte. C'était ma petite surprise. Ça s'appelle le Magnetic Sticker pour iPhone 11 et 12. Magnetic Sticker pour iPhone 11 et 12. Ça vaut 10 euros. Non, les 10 euros. On va le trouver entre 9 et 11. Hein, donc j'ai dit une moyenne 10. Je vais vous donner le prix du Belkin juste après. Hein. Donc quand on ouvre cette merveilleuse boîte, on a quoi? On a d'abord une enveloppe noire. On se dit, ah, très bien. On ouvre l'enveloppe et on trouve, alors vous allez voir, c'est super, on trouve une collection d'autocollants. Ah, c'est jaune, ça passe pas. Donc je vous les décris. Une collection d'autocollants, donc il y a iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Et donc ces autocollants, ils font quoi? Ben, c'est une face arrière d'iPhone que vous allez donc poser sur votre iPhone et il y a un rond au milieu qui correspond à l'endroit où vous devez coller votre pastille magnétique qui va permettre de fonctionner avec donc le MagSafe. Et elle est où cette pastille? Ben, je ne l'avais pas trouvé encore. Donc, je suis allé chercher au fond de la boîte. J'ai trouvé le mode d'emploi qui m'explique comment faire. Très bien. Et après, j'ai trouvé un petit sac qui était au fin fond de la boîte, etc., comme ça, dans lequel il y avait la pastille. La voilà, la pastille. Donc, il y a marqué Satechi. Et en fait, comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, on enlève la petite protection. Il y a de la colle. Et en fait, on met ça, mais même sans la colle, ça magnétise un peu. Vous voyez, je l'ai posé derrière l'iPhone. Je n'ai pas enlevé la pastille parce que sinon, il va coller sur mon iPhone. Donc, voilà. Donc, elle est là. Et du coup, je vous le montre en live. Cet iPhone qui avait tendance à glisser avec la colle, clac, il est collé. Vous voyez? Donc, et du coup, il marche à tel point que la pastille est restée évidemment magnétisée à la boîte parce que je ne l'avais pas collé. Donc, donc, il est extrêmement fin. J'essaie de vous le montrer. Il est très fin. Il est noir et il y a juste écrit Satechi dessus. Donc, c'est une solution pas chère pour ceux qui voudraient utiliser ce chargeur avec une coque non Apple ou une coque qui ne soit pas certifiée MagSafe. Donc, ça coûte 10 euros, donc c'est pas très cher. Mais il y a un avantage, c'est que Belkin, qui veulent toucher un public large, et tout le monde n'a pas un iPhone avec une coque MagSafe, ils proposent, si vous achetez, en tout cas chez les APR, parce qu'ils l'ont proposé aux APR, le sticker magnétique Satechi en même temps que le chargeur MagSafe, le Boost Pro, eh bien, du coup, le magnétique sticker est gratuit. C'est-à-dire que nous ne vous le facturons pas, donc au client, et du coup, Belkin nous le rembourse. Donc pour le client, c'est transparent, il n'y a pas de coupon à renvoyer, naninana. Donc nous, on l'offre, donc tous les APR l'offrent, et Belkin nous le rembourse. Donc tant que l'opération dure, bah, il est gratuit, hein, donc c'est plutôt pas mal. Alors voilà un tout petit peu comment ça fonctionne. Alors attention, je suis obligé, parce que c'est légal, de vous rappeler juste une phrase, c'est les prix sont libres en France et les revendeurs peuvent proposer cette opération ou pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Belkin le propose à tous les APR que tous les APR sont obligés d'offrir le produit. Il se peut que certains veuillent le vendre pour des raisons qui leur sont propres et qu'on ne peut pas ici critiquer puisque les prix sont libres en France. Mais en tout cas, Belkin propose que ce produit soit gratuit pour ceux qui en auraient besoin. Et pour ça, ben, on les remercie parce que c'est un geste commercial. Et surtout, je vais vous donner maintenant le prix et les points forts et les points faibles et la note. Donc le prix de la version de connexion, celle que j'ai ici, la Duo, c'est 99 euros. 95, donc moins de 100 euros, 99,95 €. Et la version avec 3 connecteurs qui est différente parce qu'en fait, vous avez toujours la même tige, mais il y a une sorte de bras où d'un côté vous avez l'iPhone et de l'autre côté vous avez l'Apple Watch qui va venir se placer, coûte 149 €. Donc 99 €, 149 €. Et donc, alors, comment est-ce que je vous résume ça? Ce que j'ai aimé, c'est le look du produit, très sobre, blanc et aluminium.
produit est solide, hein. C'est pas du plastique fabriqué en Chine qu'on a un peu peur de poser son iPhone dessus. Donc il est très solide, il est super facile à utiliser. On branche le transfo, le téléphone se colle dessus, il charge et il charge vite, hein. Donc ça c'est important. Donc la vitesse de charge, c'était mon 3e point. Les points faibles, je suis obligé de dire que la compatibilité avec certaines coques peut poser un problème à certains, mais il y a une solution, on vient d'en parler. Donc, et puis le fait de rajouter cette petite pastille, après c'est une question d'esthétique, elle n'est pas épaisse, hein, mais le fait de rajouter une pastille peut poser peut-être des problèmes à certains clients qui vont dire mais elle se met à la place de la pomme qui est derrière mon iPhone, moi j'aime ma pomme, pourquoi est-ce que je vais coller une pastille? Donc ça peut être un frein, donc je suis obligé de le citer. Donc, et c'est pour ça qu'en fait la note que je peux donner là c'est 4,5 parce que j'allais dire, et c'est ce que j'avais dit au début, le produit est presque parfait, mais il n'est pas parfait. Mais est-ce que la perfection est de ce monde? Voilà une question philosophique pour conclure mon test. Merci Elie donc pour ce chargeur de chez Belkin, le Boost Charge Pro, compatible MagSafe si vous avez l'un des iPhone 12 de la gamme. Ou 11. Ou 11, absolument. Avec le super autocollant magnétique de chez Shatechi. Exactement, il est fait pour vous. Dans un instant, le tuto audio et le rapatriement de vos fichiers sur iCloud. À tout de suite. Le tuto audio, comment forcer iCloud à télécharger et rapatrier vos fichiers. Si vous êtes comme moi, vous profitez de cette fonction très pratique, très fiable proposée par Apple pour sauvegarder vos fichiers les plus importants dans le cloud, sur son cloud, iCloud. Si vous êtes comme moi, vous avez vite trouvé le forfait de base gratuit trop petit. Et si vous êtes comme moi, vous avez progressivement upgradé votre forfait. En ce qui me concerne, j'ai fini par prendre la totale, le forfait 2 Tera à 9,99 € par mois et j'en utilise la moitié aujourd'hui. Comme ça, je ne suis plus jamais embêté par ces messages me disant que je n'ai plus assez d'espace pour finir de sauvegarder mes fichiers. Alors par défaut, la sauvegarde est automatique pour les fichiers et dossiers à 2 emplacements sur votre Mac, le bureau et votre dossier documents. Une fois le service activé, tout ce qui se trouve à ces 2 emplacements, le bureau et votre dossier document, part sur iCloud, ce qui sécurise vos fichiers en cas de perte ou de vol de votre Mac, ce qui vous permet aussi d'y accéder de n'importe où et notamment depuis un autre appareil paramétré avec votre identifiant iCloud, comme si vous étiez devant votre Mac justement alors que vous êtes devant votre iPhone. Sur le reste, le comportement d'iCloud est un peu moins facile à suivre, je l'avoue. Tout dépend en fait de la fréquence à laquelle vous utilisez certains fichiers, pas de leur importance pour vous dans l'absolu. L'idée étant aussi de conserver de l'espace sur votre disque dur. iCloud balance parfois dans le cloud de gros fichiers qui vont vous manquer. Je pense par exemple à ces fichiers utilisés dans des projets Final Cut Pro. Vous êtes en plein montage dans un TGV et avec une connexion 4G intermittente et pourrie, ça tombe mal et c'est rageant parce que ces fameux rushs, vous pensiez pouvoir les utiliser dans votre montage, dans ce TGV, en un claquement de doigts et vous comptiez dessus à cet instant précis. Le mieux, c'est donc d'anticiper tant que vous avez une bonne connexion fibre sous la main avant de prendre le train par exemple. Ce clip en rouge dans votre projet Final Cut Pro, parce que le fichier est sur iCloud et pas sur votre Mac, vous allez donc le rapatrier. Et ça vaut pour tous les logiciels et tous les fichiers sur iCloud. Sortez du logiciel concerné et naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier dans le Finder. À côté, logiquement, vous devez voir l'icône d'iCloud en forme de nuage. Cliquez sur le fichier pour le sélectionner, puis faites un clic droit ou Alt-clic au clavier sur le fichier pour faire apparaître le menu déroulant et choisissez Télécharger. Voilà, c'est pas très compliqué. Le temps du transfert, votre fichier redevient utilisable et ça marche aussi avec des dossiers, ce qui vous évite de télécharger chacun des fichiers séparément. Pour fêter ça, le temps d'ouvrir une bonne bouteille, direction la salle à manger pour le dîner d'Elie. Le dîner d'Elie, on passe à table avec toi Elie, entrée, plat, dessert. Allez, moi j'ai ma serviette, François aussi, je vois, là il a fourchette et couteau entre les dents. On commence par l'entrée.
Écoute, on va commencer par, évidemment, une petite entrée légère, mais un peu dans le thème de ce qu'on a dit un peu depuis le début de cette émission. C'est que décidément, cette année, les lancements des nouveaux services Apple se passent pas forcément normalement et dans la facilité. Parce que là, on en a trouvé un, et c'est MacG qui a alerté sur ce problème, qui fait beaucoup de bruit, parce qu'il semblerait que ça y est, il y ait des morceaux Apple Music lossless. Vous savez que il y a eu beaucoup de pubs sur la partie Dolby Atmos, spatial, etc. Il y avait des playlists, on en a parlé dans l'émission, etc. Mais la partie lossless était plus difficile à trouver. Et là, il y a quand même des couacs. Il y a 2 couacs. Celui dont parle MacG et un autre que j'ai pu tester moi. Alors, celui dont parle MacG, c'est que entre 2 morceaux lossless, il semblerait que pas mal d'utilisateurs entendent un bruit assourdissant. C'est-à-dire que vous êtes en train d'écouter votre musique, elle est géniale, elle est lossless et tout avec votre casque. Et avant de passer au morceau suivant, vous allez entendre un bruit, comme un bruit blanc, mais assourdissant. Et après, le morceau suivant reprend. Donc, c'est ce fade-in, fade-out qui apparemment pose des problèmes incroyables. Vous êtes obligé d'enlever les casques et tout, parce que c'est un bruit très très fort. Donc, surprenant quand même, hein, qu'en passant d'un morceau à l'autre, on ait des bruits parasites. Et apparemment, ils citent des exemples. Vous pouvez aller voir sur leur site et cliquer dessus. Et ils disent que c'est juste incompréhensible qu'Apple puisse avoir un bug de ce niveau-là. Bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai essayé, parce qu'il faut avoir sinon le casque qui va bien, avec le câble qui va bien, tout ça, on en a parlé dans une émission avec nos grands spécialistes de l'audio qui étaient présents. Mais du coup, moi je me suis dit, mais il faut que je teste. Alors du coup, j'ai regardé un tutoriel qui disait comment trouver de la musique lossless, donc sur YouTube, dans Apple Music. Donc il citait un album, donc je suis allé chercher cet album, parce qu'il y a le petit logo lossless. Donc je me suis dit, ah, là j'ai de la musique lossless. Donc j'étais sur mon Apple TV. Donc j'avais branché mon ampli Home Cinéma, capable de me donner quand même de la musique lossless. Hein. C'est un ampli Denon qui vaut un certain prix. Et bien je fais play, et c'est pas du lossless. Parce que l'icône lossless disparaît de l'Apple TV. Dans l'album, elle est présente. Quand vous faites play sur le morceau, il n'est pas lossless. Donc j'ai dit, bon, ok, peut-être que l'ampli n'est pas de cette année. Donc j'ai démarré à la place ma barre de son haut de gamme de chez Samsung. Je leur fais pas de la pub, mais c'est pour que certains voient de quoi je parle, qui est la Q950. Donc du coup, c'est une barre qui fait de l'Atmos, qui fait du 7.1, du 5.1, donc elle doit faire du FLAC et plus. Et ben j'avais mon morceau, toujours ce morceau de référence. L'album est marqué lossless, je fais play, il n'est pas lossless. Donc je me dis, mais ça veut dire donc que l'Apple TV 4K de dernière génération ne sait pas jouer de la musique lossless avec un ampli qui va bien? Ben, c'est surprenant. Et j'ai pas de réponse. Mais en tout cas, elle n'est pas lossless. Donc, je suis un peu embêté. Bon, ça, c'était voilà. l'entrée Ça, c'était musicale mon entrée. Voilà, que tu nous avais promise. Oui. Le plat de résistance, tu nous as parlé de nuages. Oui, parce que en fait, et on en a aussi parlé un tout petit peu dans l'émission tout à l'heure, on parlait du fait qu'Apple externalise son stockage, ils arrivent plus dans leur data center parce que ils ont trop de données. Donc, on savait déjà qu'ils avaient passé des téra ou des hexaoctets chez Amazon, mais là, même Amazon devait être saturé ou alors Apple se diversifie. Parce qu'ils ont passé un contrat avec Google. C'est pas forcément leurs meilleurs amis, mais bon, quand il s'agit de business, c'est du business. Et donc, pour stocker 8 millions de téraoctets de données iCloud. C'est uniquement pour de l'iCloud. Hein. Ça veut dire qu'Apple externalise 8 millions de téraoctets chez Google. Peut-être qu'il y a nos podcasts dedans, je ne sais pas, parce que ce serait une explication. C'est peut-être pour ça qu'il met du temps à arriver, oui. C'est pour ça. Et donc, vous savez combien ça leur coûte? Ça leur coûte quand même 300 millions de dollars par an. En tout cas. C'est rien. Pour une broutille. Une broutille, ouais, c'est ça. Quand on compare au prix de l'abonnement One dont on parlait tout à l'heure, c'est sûr que il
il y a une petite différence. Voilà, c'était juste un petit truc léger pour dire que, combien j'ai dit, 800 millions de... Je sais plus, la somme est confondante en téraoctets. C'était 8 millions de téraoctets, voilà. Donc, mais ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de données utilisateurs qui sont dans le cloud. Hein. Donc, il y a des gens qui font vraiment très, très confiance. Hein. Ouais, et donc qui sont chez Google. Moi, je pensais qu'Apple était autosuffisant pour Mais pour moi aussi, iCloud. c'est pour ça que ça m'a beaucoup surpris. Je savais qu'ils avaient externalisé un peu chez Amazon pour des raisons de streaming, de serveurs sur différents pays, mais là, c'est des données iCloud. Donc, ça veut dire que c'est les photos des gens, les données des gens. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait des fuites à nouveau, mais cette fois-ci chez Google, parce que Google, ils sont pas forcément connus pour leur sécurité. Je vous rappelle que les fuites de mots de passe Gmail sont presque devenues une habitude. Hein. C'est-à-dire que je ne sais pas comment ils y arrivent, mais les gens qui ont des comptes Gmail se font pirater leur mot de passe avec une facilité déconcertante. Donc, bon, voilà. C'était mon petit nuage. Merci Ellie. Et puis on va passer au dessert. Alors, en dessert, tu n'as pas mangé ton portefeuille, tu as réussi à le faire entrer dans ta montre. Mais oui, parce que ça fait partie des nouveaux projets d'Apple. Apple l'a dit, ils l'ont dit d'ailleurs à la WWDC, mais là on commence à avoir des explications beaucoup plus précises. Ils veulent que votre montre, votre Apple Watch, devienne non seulement votre portefeuille, ça c'est déjà le cas avec Apple Pay, et ça marche plutôt bien, hein, il faut le reconnaître, mais ils veulent que tous vos documents d'identité soient stockés sur votre Apple Watch pour que vous puissiez les avoir tout le temps chez vous. Non seulement sur votre iPhone, ça serait déjà bien, mais en plus sur votre Apple Watch, parce que même quand vous faites du jogging et que vous n'avez pas pris votre téléphone car vous avez une Apple Watch cellulaire, donc si vous vous faites contrôler, vous devez pouvoir montrer sur votre Apple Watch votre pièce d'identité, votre permis de conduire, et éventuellement votre attestation de vaccination. Et pour cela, ils ont un format sécurisé qu'ils proposent, etc., et qui va être appliqué dans 19 États américains pour commencer, puisque vous savez que ça se passe État par État, qu'ils ont proposé évidemment à tous les autres pays, y compris à l'Europe. Et la question, moi je trouve l'initiative vraiment très très bonne. Moi j'adorerais avoir l'équivalent de mon passeport, ma carte d'identité, mon permis de conduire et voir mes attestations de vaccination sur ma montre, hein, parce qu'en même temps elle serait sur l'iPhone et mes périphériques iCloud. Mais la question qui se pose, parce que certains pays ont commencé déjà à répondre, et vous savez que l'Europe est très frileuse là-dessus, que les documents d'identité, c'était compliqué, que c'était pas évident, parce qu'en même temps, c'est la preuve que vous êtes qui vous prétendez être, et que pour l'instant, ils sont pas décidés à accepter la proposition d'Apple et à nous permettre de les stocker. Je pense que les utilisateurs, si on posait la question, seraient massivement pour, mais au niveau des gouvernements, il semblerait qu'il y ait des résistances, un peu de passivité à passer au tout numérique. Il y a certains pays comme la Lituanie qui sont extrêmement en avance sur la dématérialisation de tous les documents, formulaires, etc. Mais en France, on est un tout petit peu frileux pour l'instant. Donc, Apple veut, mais est-ce qu'on l'aura en France dans un futur proche? Moi, je le souhaite. Maintenant, c'est entre les mains de nos gouvernants. Après un dessert comme ça, je reprendrai bien un petit café gourmand. Merci Ellie pour ce repas. On est quasiment à la fin de cet épisode 45. On va passer à nos coups de cœur de la semaine. François, as-tu un coup de cœur cette semaine? J'en ai même 2 pour le prix d'un, si tu veux. Vu que tu voulais un petit café gourmand, je vais te servir ça pour terminer. Le premier coup de cœur, j'ai reçu comme pas mal de monde qui avait backé les pins, la campagne de pins de Thibaut et Clément. Donc je les ai reçus cette semaine, enfin la semaine dernière même pour être précis. Voilà, donc des petits pins qui sont hyper sympas. Je suis un peu comme toi Benji, je suis un peu déçu. Moi celui que j'aime bien c'est le M1. M1. Ah mais je l'ai pas celui-là. Je l'ai pas eu. Ah bon, on a peut-être pas tous les mêmes. Ah la vache, alors, j'ai pas combien, eu celui-là. Ah là là, je suis hyper déçu. Fais voir le. Alors il faut faire des échanges à la récré. C'est comme les cartes Panini. T'en as eu combien? J'en ai eu 7. Eh ben, il a dû oublier de te mettre le M1 dans l'enveloppe. T'en as eu 8?
Ouais, 2, 4, 6, 8, ouais, à Oh mon là avis. là. Alors, il va te l'envoyer. Clément, Thibaut, si vous nous écoutez. Bon, il y a le logo Apple de la keynote de printemps qui était assez Ouais, sympa. Ah oui, Spring-loaded. magnifique. Sympa. Ouais, non, ils sont très sympas. J'ai pas eu l'occasion Ouais, d'avoir ils les sont pins bien de faits. Hein. Et puis il y a le Apple Clip. la Dub, mais du coup, Apple. j'aurais au moins ceux-là. Apple Clip. App Clip. Mais comme Benji l'a dit sur Twitter, et je suis tout à fait d'accord, c'est dommage qu'on n'ait pas eu le droit à notre cher Air Force One et à Tim Cook aussi. Ils étaient plutôt sympas, mais en fait, c'est la communauté qui a voté pour les Ouais. pins qui devaient être fabriqués. Et à ma grande surprise, ces deux-là n'en faisaient pas partie. Ouais. En tout cas, ils sont sympas. Et puis le deuxième... Ouais, ils sont très sympas. Et puis le deuxième petit coup de cœur, Lightroom Classic a enfin été optimisé pour les MacBook M1 et pour les MacBook Pro, pour les iMac, etc. Et j'ai eu l'occasion de lancer une bibliothèque de photos sur mon MacBook Pro Intel 15 pouces, qui est le haut de gamme de l'époque, et sur le MacBook Pro M1. Et à ma grande surprise, comme à l'accoutumée, bah en fait, l'Intel il ventile à balle tout le temps, et le MacBook Pro M1, bah, on l'entend pas, il ventile pas. Donc c'est juste un plaisir, et j'ai juste qu'une envie, c'est d'arrêter d'utiliser l'Intel et d'utiliser que le M1, parce que c'est quand même décevant pour une machine qui valait quand même plus de 3000 balles à l'époque, qui a à peine 2 ans, et quand je vois comment il ventile, dans les mêmes conditions, sur la même bibliothèque de photos, et ben ça fait un peu peur. Donc bravo Apple et pas bravo Intel. Et merci Adobe d'avoir optimisé Lightroom Classic. Eddie, est-ce que tu as un coup de cœur cette semaine ? Et non, cette semaine, je n'en ai pas. Donc, je passe mon tour. Et puis, le café gourmand était bon. Hein, donc, Exactement. Bon, moi, mon coup de cœur, c'est un nouveau produit de Satechi, la même marque qui fabriquait l'autocollant pour le dos de l'iPhone 12 tout à l'heure. En fait, c'est à la fois un hub et un support pour le Mac Mini M1. Oui, je l'ai vu. C'est topissime. Il est très très bien fait. Il a exactement le même encombrement que le Mac Mini. En fait, on va venir poser le Mac Mini dessus. Ça fait un petit empilage très réussi. Et sur ce hub, alors vous retrouvez, qui se branche évidemment sur un des ports USB-C, vous retrouvez 3 ports USB-A, 2 lecteurs de cartes, un lecteur de carte SD, un lecteur de carte micro SD, un jack audio. Alors, je vois 3,5 mm. Je me demande si c'est pas 2,5 plutôt. Ce serait plus logique. Il y a les deux. Et puis, alors sur le dessus de ce hub, il y a une petite trappe qu'on peut ouvrir et dans lequel on peut insérer un SSD, vous savez, au format... mSATA. Voilà, mSATA, exactement. Ce qui va vous permettre de gagner du stockage en fait sur votre Mac Mini. Ce qui peut être très intéressant parce que les tarifs du mSATA comparés aux tarifs pratiqués par Apple, vous pouvez trouver des barrettes de mSATA de 2 Tera à 250-300 € maximum. Alors que chez Apple, je ne sais pas combien est l'option 2 Tera, mais 1000. Vous la sentez bien passer. Ouais. Et ce qui est pas mal, enfin ce qui est même très beau, je trouve, c'est le prix de ce hub. Moins de $100, $99,99. Waouh. Ouais. Et il y a même 15% de réduc sur le site de Satechi si vous tapez le code de réduc que vous trouverez sur tous les sites de news qui annoncent sa sortie. C'est la fin de ce 45e épisode d'iWeek La Semaine Apple, le podcast. 45 comme si on avait fait la guerre. Et oui, les aléas d'Apple Podcast m'ont rendu un peu HS. J'espère que ça va vite se caler. Croyez-nous, high five, ça a peut-être l'air de rien, mais ça représente du boulot tous les jours, entre 3 et 4 heures rien que pour moi. Alors vraiment, à 3,99 €, vous en avez pour votre argent. Enfin, vous en aurez pour votre argent quand Apple arrêtera de jouer aux apprentis sorciers avec sa plateforme de podcast. Merci à chacune et à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Je voudrais vraiment faire une très grosse bise à la team iWeek High Five, François et Ellie. Sans vous les amis, je serais très très seul. Merci d'être là, merci de votre belle énergie, de votre amitié. Merci. C'est un plaisir. Merci aussi à Jean-Christophe qui est là, je le sais, même s'il est très très occupé en ce moment. Merci à Gilles qu'on n'oublie pas et qui va peut-être repasser une tête de temps en temps, ce serait assez génial.
plutôt dans High Five d'ailleurs, enfin on va voir avec lui. On se retrouve jeudi prochain, on sera le 8 juillet pour l'épisode 46. Ça commence vraiment à sentir le sable chaud et les vacances. On travaille sur le programme de l'été avec les garçons et on pourra peut-être vous en parler la semaine prochaine ou au plus tard dans l'épisode 47 qui est programmé pour le 13 juillet. Soutenez-nous, on a besoin de payer les frais d'hébergement, les licences logicielles, un peu de matériel et bientôt 3 billets d'avion pour San Francisco. L'idée fait son chemin dans ma tête, et je crois qu'il va falloir qu'on y songe à ce pèlerinage qu'on voudrait partager avec vous à Cupertino et dans la Silicon Valley. Là aussi, on en reparlera. Et donc patreon.com/iweek à partir d'1,50€ par épisode. Merci à nos contributeurs, rejoignez-les, montrez-nous que vous appréciez notre boulot. Ça passe aussi par là. Nous soutenir, c'est aussi partager nos tweets, nos posts. Un retweet, ça prend, allez quoi, une demi-seconde. Vous êtes près de 1500 followers du compte iWeek News sur Twitter. La semaine dernière, j'ai demandé que vous tous retweetiez le tweet qui annonçait la dispo de l'épisode 44 et on n'est même pas arrivé à 15 retweets. Montrez-nous que vous êtes là avec i5 @i5fr et @iWeekNews. Aidez-nous à rayonner et à dépasser la seule communauté de celles et ceux qui nous écoutent déjà. Salut François, salut Ellie. Bonsoir. Salut Benjamin. Bonsoir tout le monde. À bientôt tout le monde. À bientôt, passez une très belle journée, une très belle fin de semaine, un excellent week-end. Prenez bien soin de vous et de celles et ceux que vous aimez. Et comme on le dit toutes les semaines, bisous aux filles et salut à tous. Bye. Ciao. Salut.